Bienvenue sur Dieu qui devient un conquérant, le podcast. Je suis avec mon très cher ami, le docteur Bac Nguyen. Merci Jonas, toujours un plaisir. Ça fait pas si longtemps, on faisait partie d'une autre émission ensemble. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on est directement dans ces locaux, dans ces nouveaux locaux, la nouvelle clinique qui va être justement à côté de l'université Berry-UQAM, au 360 rue Sainte-Catherine-Est. Ça va être incroyable. Là, pour l'instant, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. C'est du dur, c'est du rock, mais il y a une vision derrière. Ben, en fait, oui, parce qu'habituellement, quand il y a un podcast Index qui se fait ou un podcast de Step Back, c'est toujours très poli, c'est toujours très fini. Donc, quand on commence à faire du live, mais même dans le live, nos environnements sont très finis. C'est aussi, je trouvais ce qui est intéressant, c'est de vous aller à travers où un rêve commence. On est à même le béton, on est dans des nouveaux locaux qu'on va réaménager. D'ici à ce qu'on me dit ce printemps, peut-être avant le printemps, au coin de février, vous voudriez voir un des complexes les plus avancés en Amérique du Nord au niveau de la médecine dentaire. On essaie de la faire le plus près possible de la nouvelle mentalité, les aires ouvertes, les aires de partage, les aires plus humains. Beaucoup de nouveautés, d'innovations, on est très fiers. J'avais espéré avoir l'Auditorium pour vous en parler. Ça n'a pas donné. on y va de manière simple, on y va de manière franche. Parce que tu as la première clinique MDEX déjà qui est incroyable. Ce soir, nous sommes conviés à une soirée haute en couleurs en plein cœur du centre-ville de Montréal afin de souligner l'achèvement du projet le plus marquant de l'histoire de la dentisterie. C'est dans un univers novateur où champagne et hors d'œuvre éveillent nos papilles gustatives que nous célébrons la grande ouverture MDEX Eco. Une entreprise précurseur dans son domaine d'activité qui vient redéfinir l'industrie de la dentisterie en faisant les choses autrement. Le gros de MDEX n'est pas la personne que vous voyez, c'est tous les gens qui sont derrière. Tous les gens que j'ai nommés ont leur mérite. C'est eux qui en est le principal de la différence d'MDEX, c'est eux qui en est leur savoir-faire. Et la grosse différence, c'est qu'on a été chercher des gens dans d'autres industries que l'industrie dentaire. MDEX & Co, c'est un projet qui vont faire un espace de collaboration partagé pour les dentistes. Et en fait, le patient, il faut que se trouver sous le même toit. C'est assez particulier comme projet. C'est une nouvelle façon de pratiquer la dentisterie. Quand on a rencontré Bac au départ, qui nous a expliqué sa philosophie, vers quoi il voulait s'en aller, ça nous a vraiment allumés. Donc, c'est vraiment d'amener quelque chose de chic, de wow, de sortir les gens du contexte de la dentisterie qu'on connaît, avec des éléments qui sont colorés, qui sont chics. On est vraiment fiers d'avoir pu participer à la réalisation, à la construction en fait de ce projet-là. Ça a été un défi en fait de réussir à travailler avec les architectes, les designers et l'édifice pour être capable de réaliser ça. La plus grosse innovation de la clinique, c'est probablement le système de drain. C'est un nouveau système de succion qui passe par les murs.
Tout est approvisionné, si on veut, par les murs, puis l'efficacité des chaises est même augmentée. Ils m'ont présenté un projet fabuleux d'expansion avec une nouvelle idée de concept. J'ai tout de suite cru en ce projet-là. Je me suis dit, c'est une idée fabuleuse. Il faut aller de l'avant. L'entreprise Monite a signé une entente de 15 ans. On est très fiers d'avoir le groupe MDEX avec nous comme locataire, surtout avec un projet audacieux comme celui-ci. Ça va permettre aux jeunes d'avoir accès à un équipement au lieu de tout créer, s'endetter. C'est abordable pour eux, puis ça va être accessible. Puis ils ont accès à une technologie pour offrir un service vraiment professionnel et personnel. En fait, ce projet-ci, je voudrais dire une chose, on était très chanceux. L'Université UQAM nous a accueillis les bras ouverts. Ça a pris près de 3 ans pour se rendre. Il y avait déjà un locataire ici, on est dans un ancien Jacob, un grand entrepreneur du Québec que je salue d'ailleurs. Quand il a quitté les locaux, il a fallu qu'on négocie, qu'on arrive. Aussi, vous savez que c'est une question de financement. D'une année à l'autre, quand on prend beaucoup d'expansion, notre crédit n'est malheureusement plus aussi bon parce qu'on vient de prendre du risque. Donc, on a passé les thresholds, comme on dit dans le monde bancaire, qui a fait en sorte que mon dossier de crédit était plus aussi bon vu que je venais d'ouvrir le plus gros complexe au niveau partage de travail, peut-être le premier au monde au niveau de la médecine dentaire. J'étais très risqué pour une banque. Ils m'aiment beaucoup. Je l'ai très risqué. Et là-dessus, je tiens à saluer Simon Choquette, qui était un des banquiers de la BMO, qui a cru en notre histoire depuis le début, qui a essayé de trouver la façon de le rendre. Il va d'ailleurs avec nous, je ne sais pas s'il va pouvoir accepter de passer à l'écran, mais on ne peut rien faire seul. Quand tu me dis comment on fait pour faire tant d'expansion, c'est qu'on ne peut rien faire seul. On a une vision, on a un rêve, et après ça, c'est une question de communiquer le rêve, de communiquer la vision. Et quand les gens commencent à croire en vous, que cette personne soit un patient, soit un client, soit un partenaire, soit un banquier, c'est là que les choses deviennent réelles. Là-dessus, je dis, l'Université UQAM a commencé à voir ce qu'on essaie de faire, puis on trouvait ça cool, on a décidé de se porter. La banque disait, je crois en l'entrepreneur. Ton crédit, là, il colle pas. Juste te dire à quel point on t'aime. Et puis Simon Choquette, que je souligne d'ailleurs, on lui doit ce cabinet. Celui-ci, sans lui, ça ne sera pas fait. Il nous a amené des banquiers de la BDC aussi, de la Banque des Landes du Canada, qui eux aussi ont cru au rêve. Sébastien, je te salue. C'est un rêve collectif. Oui, c'est ma vision, oui, c'est moi qui l'ai vu. À ce point-ci, je crois que mes banquiers en connaissent plus sur mon rêve que moi-même, parce qu'eux, ils ont vu les chiffres, ils ont vu les virgules, ils ont dit, voici comment ça va faire pour arriver. Et je vous en parle aujourd'hui parce que sans vous, le rêve ne prendra pas matériel ou il ne restera pas longtemps. C'est-à-dire que pour les entrepreneurs qui nous écoutent, vous savez, ce monde de garder des secrets, de dire que je dois faire attention, je dois protéger ma propriété intellectuelle, tout ça est vrai. Mais vous allez juste prendre une bouée que vous allez tenir le reste de votre vie. Alors que je crois que dans un nouveau monde, pour prendre la vitesse, pour prendre du momentum, c'est ce mot qu'on aime tant tous les deux, tout à fait. Vous devez partager vos rêves, vous devez vulgariser vos idées, vous devez enthousiasmer les gens à joindre votre rêve. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est il faut aussi apprendre à ouvrir son rêve. C'est-à-dire que vous avez une vision, puis votre vision est peut-être grandiose, mais elle n'est pas finale. Et ce qui a permis au rêve d'MDEX d'arriver contre toute attente. À ce point-ci, on joue contre les odds presque de l'industrie. Cette idée de vouloir partager le rêve, de vouloir aussi inclure les nouveaux venus. Les gens ont des idées, les gens ont des questions. Restez ouverts à ces questions, restez ouverts à au moins écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire. Vous allez voir que oui, ça va prendre un peu de temps. Oui, vous allez devoir trier les gens. Certaines valent plus la peine d'être écoutées que d'autres. Mais ça garde votre rêve vivant. Puis un rêve vivant évolue. Pour avoir de l'expansion, c'est d'avoir un rêve, c'est de le partager et c'est de le grandir avec les gens qui viennent vous joindre. Nice. Là, tu as eu un rêve, mais tu as eu aussi des obstacles. J'aimerais que tu nous partages quel a été ton plus grand obstacle
à la réalisation de ce rêve? Parce que beaucoup de personnes viennent, parlent justement du succès, mais comme on dit, les échecs sont les briques qui amènent vers le succès. En fait, Jonas, tu sais à quel point je peux être transparent avec toi? Je crois que l'habilité de tout entrepreneur pour être capable de persister longtemps, c'est de ne pas voir ces obstacles ou les oublier dès qu'on a passé au travers. Mais si tu me poses cette question, c'est « Mais non, tout a bien été ». Je crois qu'un des défis qu'on a eu ici, c'était d'être capable de garder le cap malgré les délais. Il y a eu 3 ans, c'est très très long pour faire un projet. 3 ans, c'est aussi assez pour vous décourager, pour passer à autre chose. Je crois que l'idée, c'était juste de dire qu'est-ce qu'on pouvait faire pour garder le cap. Et pour garder le cap, je dirais, je n'ai aucun mérite dessus. C'est mon équipe qui l'a fait. C'est mon équipe qui l'a fait. C'est des gens comme Simon, comme Sébastien, qui sont mes banquiers, qui ont cru au projet, puis qui ont dit « Hey, on est où là-dedans? On s'en va où? » Des fois, c'est un courrier de rappel. Même l'université qui agit comme un partenaire à ce point-ci nous a renvoyé la balle. Great. C'est pas parce qu'on vous dit non aujourd'hui ou qu'on vous dit « Ah, pas encore » que c'est final. Gardez la porte ouverte. Restez ouvert. Puis dans ce cas-ci, on s'est montré ouvert, mais tous les partis se sont ouverts à nous aussi. Je sais que tu as assisté à quelques réunions d'équipe. Tu vois à quel point je crois que quand je m'assois sur une table, ouais, c'est moi qui ai le dernier mot, c'est moi qui ai le premier. Mais l'ensemble des gens sur ma table connaissent plus des choses à faire que moi-même. Et c'est là que je me dis, hey, j'ai réussi. J'ai réussi. Je suis un paresseux, puis je peux rester paresseux maintenant. Mais au-delà de la paresse, on a vu que tu travailles énormément. On tient à saluer justement la vice-présidente de MDEX, Tranivo, sans quoi on n'aurait pas pu prendre autant d'expansion. Hi, my name is Tranivo. I'm VP of Business Development of MDEX & Co., a turnkey project for dentists. We guarantee the launch of your clinic quickly. We are located in downtown of Montreal, in heart of the city center. We have modern infrastructure and facility, and also latest technology in dental field. It's very important for us that dentists enjoy their professional independence, the accumulation of dreams and ideas of a team who believe in the work-life balance for dentists. On rend à César ce qui est à César. Comment on fait pour justement avoir ce leadership, gérer toute une équipe qui fasse confiance? Et j'ai une question en plus, comment montrer patte blanche justement à son banquier? Parce que le banquier, il voit des chiffres, mais aussi il voit une timeline. Beaucoup d'éléments de ta question. La première chose, c'est oui, je ne peux pas le faire seul. Et Tranivo, qui est mon épouse, ma partenaire de vie et aussi ma partenaire d'affaires, c'est aussi ma meilleure amie. C'est elle qui colle les morceaux. Elle est ingénieure, moi je suis visionnaire, puis je prends toujours ça en joke. Je dis que dans notre couple, on a pris le moins beau des deux pour être la mascotte, mais c'est ce que je suis aujourd'hui, une mascotte. Je crois qu'il faut, quand vous cherchez vos partenaires, cherchez la complémentarité. Si on est deux, être bons dans le même domaine, ce qui va arriver à la fin de la journée, c'est qu'on va se compétitionner pour savoir qui est meilleur. C'est bien quand on se rencontre sur un terrain de jeu, puis on sent la chimie, puis on sent wow. Mais à long terme, ça marche moins bien. L'avantage que j'ai avec Trani, puis la chance que j'ai, c'est qu'elle est bonne dans tout ce que je suis pas bon ou ce que je suis désintéressé. Et ce qu'elle n'aime pas faire, moi j'aime. Elle n'aime pas être devant une caméra. Moi j'adore la caméra. En fait, j'ai découvert j'aimais la caméra parce que non, je suis paresseux, je ne veux pas le faire. Juste que je me rends compte que si personne ne veut le faire, je vais y aller. Puis depuis maintenant, c'est rendu ma job d'être devant la caméra. C'est pas un travail. Tu me dis, je travaille très fort. Moi, j'ai du plaisir aujourd'hui. J'ai du plaisir à créer. J'ai du plaisir à partager. Puis plus je partage, plus je crée, et ainsi de suite. C'est une formule magique. La deuxième portion de ta question, c'était quoi déjà? C'était comment montrer patte blanche justement à son banquier et comment faire pour qu'il te suive selon un certain laps de temps. Parce que ça, c'est une chose pour beaucoup d'entrepreneurs. Ils croient leur projet, ils vont chercher du financement, mais comment justement... J'ai écrit un livre d'ailleurs sur ce sujet, mais si je vous le résumais, c'est que vous voyez vos banquiers du mauvais œil.
Vous êtes habitué à chercher des hypothèques, d'aller voir un banquier puis qu'il magasine le meilleur taux possible. Oui, c'est un produit de consommation. Oui, on fait un crédit et vous pensez que votre crédit vous est dû. Dans le monde de la consommation, peut-être. Dans le monde de l'entrepreneuriat, vous savez que tout ce que vous faites est un risque. Puis quand c'est plus un risque, il n'y a plus rien à faire, c'est déjà du passé. Votre banquier n'est pas quelqu'un qui vous vend un produit de consommation. C'est un partenaire. C'est un partenaire d'affaires. Et vous voyez la réalité des choses, c'est un partenaire d'affaires qui prend énormément de risques, parce que oui, vous travaillez fort, mais lui, il a mis sa tête à couper avec vous, à mettre de l'argent, et si jamais ça marche bien, il y a eu quoi? Le taux d'intérêt que vous aurez négocié avec lui. Je peux vous dire, c'est pas grand-chose. Ça ne marche pas, sa carrière est terminée, parce que pour chaque dollar que vous a prêté, s'il perd, il doit trouver 20 $ pour remplacer le manque à gagner. Ben, c'est mon banquier, n'est-ce pas? Les règles bancaires, c'est qu'une banque peut prêter il peut prêter 20 $ chaque fois qu'il y a 1 $ en coffre. OK. Donc, si vous prêtez 20 $, puis vous rendez, puis il prend l'intérêt dessus, ça va bien. Mais il vous prête 20 $, puis vous le perdez, lui a perdu 400 $. Parce qu'il doit trouver maintenant 400 $ pour reprendre ce que lui a perdu avec vous. Okay. Quand vous voyez sur ce système-là, les banques, c'est pas ce qu'on dit. Je crois qu'il y a une très mauvaise presse autour des banques qui disent « Oui, elles sont riches. Oui, elles sont riches. » Puis une chance qu'elles sont riches, parce que si elles ne seraient pas riches, il n'y aurait pas de quoi supporter les entrepreneurs pour créer de la valeur, pour créer le futur. Et chaque fois qu'on dit de créer, c'est des risques. Nous, on aime le mot opportunité, mais opportunité et risque, c'est la même chose. C'est exactement le même concept. Puis tu me demandes comment je fais pour jouer carte blanche ou parte blanche avec mes banquiers. Je sais, d'avance, ce sont eux mes patrons. Ça fait longtemps que j'ai compris ça. En fait, j'ai 3 patrons dans la vie. J'ai Dieu à qui je dois rendre des comptes en fin de vie. J'ai ma femme que si je veux rentrer à la maison, je suis mieux d'écouter. Et en affaires, si je n'écoute pas mes banquiers, ou je ne suis pas ouvert à leur parler, je n'ai pas d'avenir en tant qu'entrepreneur parce que je pourrais frapper aussi fort que je veux. Je n'ai pas les moyens de le créer, ça ne sert à rien. Je n'ai pas la confiance, ça ne sert à rien. Puis, malheureusement, le public réagit après coup. Voulant dire que personne ne va venir dans une boutique si la boutique n'est pas créée encore. Personne ne va acheter un produit si le produit n'est pas encore fait. Je sais que Indiegogo et puis Kickstarter ont changé légèrement la game, mais c'est encore une game très restreinte pour les produits technologiques. Le gros de l'entrepreneuriat, vous commencez par ouvrir votre shop, vous avez tout investi et puis là, la game commence. Qui vous a fait confiance jusque-là? Votre banquier? Si ce n'est pas votre banquier, on appelle ça love money, c'est l'argent de vos parents, de vos proches et de vos amis. Je vous dis une chose, ne touchez pas à cet argent-là. Cet argent est extrêmement lourd. Quand on vous dit que votre mère a travaillé toute sa vie pour ce chèque, puis vous dites, je vais prendre des risques avec. Je ne sais pas pour vous, mais vous n'êtes pas le meilleur des fils. Puis croyez-moi, si vous aimez votre mère, cet argent est extrêmement dur à dépenser. Maintenant, est-ce que c'est une question de dur ou pas dur? Non, c'est une question que ça vient de vous handicaper. En tant qu'entrepreneur, vous devez prendre des risques, vous devez faire vous faites un appel qui dit « Je vois ma vision, j'y crois, puis je fonce ». Et si vous foncez, vous devez croire en votre vision, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça marche. Mais si d'avance, j'y crois ma vision, puis de l'autre côté, je dis « Ouais, est-ce que je suis vraiment sûr à 100% parce que c'est l'argent de ma mère, c'est toute sa vie qu'elle m'a donné. » Vous venez de vous assurer d'un échec. Fait, je sais que je vais à l'encontre de beaucoup de concepts, mais pour l'avoir fait plusieurs fois, vous ne voulez pas être handicapé en tant qu'entrepreneur. Faites vos preuves auprès des banques. Dépensez l'argent des banques comme si c'était le vôtre. Mais l'argent des banques, ça reste un chiffre. Vous ne voulez pas le dépenser sans réfléchir. De l'autre côté, vous ne voulez pas non plus être handicapé par les émotions qui viennent avec, puis la sueur, puis le sang, puis vous avez toute la connotation. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça en tant qu'entrepreneur. On a assez de problèmes. La morale de l'histoire, apprenez à parler à vos banquiers et apprenez aussi à savoir à qui vous parlez comme banquier. Parce que ce n'est pas tous les banquiers qui s'équivalent. Certains vont vendre des produits, puis ils n'iront pas au-dessus de leur cadre. D'autres vont essayer de voir derrière, puis certains banquiers, surtout des affaires, ils sont là pour évaluer qui vous êtes en tant que personne. Vous voulez savoir quel cheval va réussir, puis quel cheval va échouer. Et tout ce qu'il y a, c'est son bon sens, ses ratios pour vous dire qu'il a quand même fait ses devoirs, mais c'est à vous à le convaincre de votre vision. Back here. We're on a leather chair, now at the wheel. It's a Friday, and we're on our way to Toronto.
drop by EY's office once again. Still on a minute. Yes. We're running late, and hopefully the EY will still be open and welcoming us. If not, we'll make the whole trip. Now we're running late everywhere, against the clock. Hey, Montreal, you think traffic is bad? You have no idea. You're on time. EY, I'm coming! Everybody get up. So people, I know that EY is 2 letters, but I have 3 letters to describe this. Wow, simply wow. Thank you again for the EY team for the hospitality and the kindness. This was eye-opening. If you want to see how to feel on top of the world feels like, it surely feels like it. This was Dr. Bach, changing the world from a dental chair. Follow my journey. Ouais, pour moi de dire, peu importe ce qui se passe, je vais être encore là. Peu importe ce qui va se passer, je vais être remboursé. That's it. Et j'ai cette question qui me trotte dans la tête, ça fait quelque temps. Comment tu fais pour accorder ta cause et ta mission? Comment tu fais pour vouloir faire un monde meilleur, mais en faisant du profit parce que quand même tu es en business? On connaît des entreprises à cause sociale comme les chaussures Toms qui font one for one. D'où te vient justement le fait de pouvoir aider des gens? Il y en a qui pensent quand on se lance en entrepreneuriat, c'est forcément profit, mais le profit vient aussi en aidant les gens. J'aimerais répondre à la question différemment, Jonas. C'est l'entrepreneuriat, c'est l'idée de vouloir faire une différence. C'est l'idée de, en anglais on dit to matter. C'est de dire que j'ai un impact dans la vie, qu'il soit social ou autre, c'est un impact. Mais si vous regardez l'économie à sa base, qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez une solution ou un produit qui répond à un problème des gens et les gens l'aiment. Avoir acheté votre produit puis qu'il le rendrait, ou votre service, qui le rendrait populaire, c'est un vote qu'on appuie votre vision. Et vous, pour être capable de l'avoir fait, vous avez dû faire des recherches pour savoir quel était le besoin, quel était votre marché, ces gens qui ont ce besoin, quel langage ils parlent, quels sont leurs vrais problèmes, et vous avez dû peaufiner votre service en conséquence. Le problème dans le commercial, on appelle ça des recherches de marché, et après ça, on appelle ça du marketing. Le marketing a aujourd'hui très mauvaise presse. On dirait qu'on essaie de vous enfoncer à coups de cuillerée dans la gorge des concepts. Mais l'idée, c'était juste une idée d'identifier un besoin qui était réel, fournir à ce besoin, et si vous voulez le garder sustainable, si vous voulez le garder durable, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller à chaque jour supplier pour de l'argent pour servir des gens. Ça n'a pas de sens. D'où vient l'idée du profit? Fait que oui, les gens vont devenir riches, oui, les gens vont s'enrichir, mais l'enrichissement s'est fait parce que chaque personne a décidé que ce produit-là m'intéressait. Et tant que vous servez bien ce public, les gens vont commencer à vous donner leur vote de confiance en achetant vos produits ou vos services. Ça, c'est l'entrepreneuriat 101. N'est-ce pas? Je viens juste de décrire c'est quoi l'entrepreneuriat. Bien, il y a aussi des fois, je n'ai pas de produit à vendre, mais je vois qu'il y a un besoin. Je peux vous en parler d'un. Je me suis impliqué dans une cause pour les cellules souches. La façon que tout était médiatisé, on n'arrivait pas à faire le tri entre le bénéficiaire et le public. Je suis arrivé, puis je suis quelqu'un plutôt entrepreneur, plutôt vu comme quelqu'un à droite, qui arrive dans un milieu plus de gauche, progressiste. Je suis à la table, puis je dis, je m'excuse, mais il me semble qu'on confond un peu le public et le bénéficiaire. C'est là qu'ils m'ont adoré. Comprendre la communication, de comprendre comment le public réagit. Il faut bien expliquer au public. C'est une question maintenant, est-ce que je suis capable de... Ils ont compris le besoin. Est-ce qu'on a un produit clair à leur donner ou à leur offrir? Puis ça peut être donné, ça peut être vendu. Ça va dépendre de la mentalité de l'organisation et sa mission. Mais c'est la même chose en bout de ligne. C'est une question de joindre son public, de joindre j'aime pas le mot, mais le peuple. Et si le peuple
croire en ce que vous faites, puis il comprend ce que vous faites, il va l'adopter. Tu m'as posé la question comment je fais pour joindre les deux. En tant qu'entrepreneur, vous savez qu'on aime créer, on n'aime pas demander les permissions, puis malgré qu'on est près de notre public, on ne veut pas avoir quelqu'un à dire « Ah, qu'est-ce que tu penses? » Puis ils vont dire oui ou non, puis le projet va vivre ou mourir sur ça. Mais pour l'entrepreneur, cette action sociale, la liberté qu'on a, c'est qu'on a un accès direct au public. On sait comment parler au public. Et c'est là que ça devient intéressant au niveau philanthropique, de dire, si je prenais la même liberté que j'avais, je prenais la même initiative que j'avais, même s'il n'y a pas d'argent à faire, est-ce que je peux faire une différence? Vous n'avez pas idée à quel point votre impact peut être colossal. Et c'est ça qui est arrivé depuis peut-être les 5 dernières années. J'ai commencé à m'ouvrir davantage. Puis quand les gens venaient demander mon aide, malgré que je ne savais pas comment aider, j'ai juste commencé à dire, OK, si je ramène les cartes, voici comment je devrais jouer. Le plus drôle, c'est plus je suis détaché de ça. Je dis, regardez, je ne sais pas de quoi je parle. Ça fait 15 ans que vous êtes dedans, mais voici comment je l'aurais fait. Puis je m'excuse si je vous ai offensé. Ben, à chaque fois que je dis ça, on ne me laisse plus jamais quitter la table. Puis là-dessus, on parle de fondation. Il m'a pris un peu à court. Je ne pensais pas faire l'annonce aujourd'hui, mais oui, il y a une fondation Trani et Back qui est sur le point de monter. On a essayé de changer un peu la façon dont la philanthropie va pouvoir être financée. J'ai pris les bons mots, là, c'est j'amène mon cerveau de finance puis de créatif dans la philanthropie, dans des causes sociales. Et si vous répondez bien à ça, ça va pouvoir rester. Si vous ne répondez pas, on va penser à quelque chose d'autre. Mais c'est ça l'entrepreneuriat, je crois. C'est l'idée de voir un besoin, d'avoir des solutions, de les essayer et de ne pas attendre à ce qu'on nous dise oui ou non. C'est au public général de penser si on prend oui ou non. Puis je vais vous dire, c'est quoi le plus dommage dans mon parcours que j'ai vu souvent, c'est souvent on va vous dire non parce que c'est pas parfait. Mais l'alternative, c'était le néant. Il n'y avait aucune alternative. Ou une alternative de loin pire que ce que vous proposez. En début de carrière, je me suis dit, j'essaie d'aider. Et si on me dit non, c'est non, je retourne à autre chose ou je passe à autre chose. Non, je me suis rendu compte de dire, en entrepreneuriat, je n'aurais jamais accepté qu'on me dise non. Et finalement, c'est devenu un de mes points clés de mes conférences, puis un de mes points clés de ma personnalité. Quand on me dit non, c'est le début d'une vraie quête pour moi. Parce que quand on me dit non, ça veut dire que, hey, tous les gens qui sont là-dedans depuis longtemps, là, ils sont bornés, ils sont aveuglés. C'est là qu'il y a l'opportunité d'agir. Pour ceux qui nous écoutent, qui veulent lancer leur entreprise, que ce soit pour de l'argent ou pour juste faire une différence dans le monde, cherchez les noms. Chaque fois qu'on vous dit non, là, vous avez découvert une opportunité. Hey, welcome to MDEX. I'm Dr. Back. Why should you join MDEX, the new concept in dentistry? You want to join MDEX because you can make this into your own dream. But let's go off script for a moment. We built a dream. It's about commitment, it's about excellency, but this commitment is to yourself, to find your freedom, the freedom to have your own life, the freedom to not choose. Why is it that we have to choose either family or business, or either dentistry or pleasure or whatever? Take it all, make it happen. And the way that we build MDEX, yes, there are a few commitments, just like everything in life, but we have reduced the commitment to the minimum, so you can start enjoying your life if you know what you want. I wish you all to find your joy and enjoy your life with MDEX. Dr. Back, change the world from an vision. Tu capitalises justement sur ces opportunités. Qu'est-ce que tu aimerais laisser justement comme succession, comme héritage? Parce que là, tu es en train de construire des choses. Tu me dis, je suis dans le futur. Mais le futur se construit. Là, tu es en train de générer un mouvement. Tu es en train de conscientiser. Mais tu ne le sais pas. En fait, Jonas, tu sais que tu as le don des mots. J'ai 42 ans. Vous me parlez d'héritage, vous me parlez de legacy. C'est pas très appealing pour moi. C'est pas très attirant pour moi parce que... Tu as un fils? Non, mais pour moi, je vais encore vivre pour l'éternité. Je n'achète pas des assurances vie à moins que mon banquier me le demande. Moi, ce que j'achète, c'est des prêts.
Mais on me l'amène, qu'est-ce que j'essaie de laisser? Je sais qu'à chaque jour, quand je vais dormir, je sais que je n'aurai pas de regret. Je sais aussi que je vais avoir cet enthousiasme, cette faim de me lever le lendemain et de dire j'ai hâte de voir le lendemain parce que j'ai encore des choses à faire. Okay. Et j'ai encore des choses à découvrir. C'est la façon la plus directe que je peux te répondre aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai écrit 53 livres en 2 ans. C'est comme si j'étais pressé, puis je m'excuse l'expression, mais j'avais le feu au cul. Oui, je l'ai, parce que oui, je suis un performeur, je suis quelqu'un qui croit aux chiffres, qui croit au record, qui aime marquer avec l'imaginaire quelque chose de fort. Mais aujourd'hui, on me pose la question, pourquoi tu ne prends pas des vacances? Pourquoi tu sais, as assez travaillé, tu peux te permettre? Puis à chaque fois, c'est toujours la même image qui me frappe. Il y a Michael Phelps qui est en train de nager championnat sur championnat. Et c'est plus de gagner l'or qui est spécial, c'est le nombre d'or qui accumule l'un sur l'autre. Est-ce que vous allez arrêter si vous êtes Michael Phelps? Puis j'aime beaucoup l'idée de Michael Phelps, ça me donne 2 points. Je ne m'ai pas posé la question, mais je me permettrais de le prendre. Est-ce que vous avez déjà vu Michael Phelps nager avec une médaille au cou? Ça ne se fait pas. Je crois que c'est l'image qui est la plus frappante entre nous. Vos médailles, là, célébrez-les, puis laissez-les à la maison. Ça ne sert à rien de les avoir notre cou. Avec ça, on n'arrive plus à nager. Et parce que ça nous a donné d'avoir trouvé un talent, de nager, d'inspirer les autres. On parle de Michael Phelps. Je n'ai jamais rencontré Michael Phelps de ma vie. J'espère que ça va être donné. Mais je connais son nom. Je connais son histoire. Je ne connais pas l'histoire depuis le début. Je connais l'histoire de dire « Hey, c'est le plus grand médaillé olympique. » Puis il continue à marquer. Quand ça vous est donné d'avoir cette tribune, l'attention du public, puis la chance d'exprimer votre potentiel réel, vous ne voulez pas arrêter avant que ça soit fini. Puis pour ceux qui vont dire, tu devrais quitter quand tu es encore en haut de la colline. Jamais! Ben, il y a un an auparavant, quand j'ai atteint 15 livres en 15 mois, on me disait « Hey, ralentis, tu vas brûler. » Le mois d'après, j'ai écrit 8 livres en un mois avec mon fils. 3 mois plus tard, j'avais annoncé 36 livres en 18 mois et 1 semaine. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 mois, après un record mondial, j'ai scoré 4 autres records mondiaux. Ça dépend comment on décide de les présenter et de les packager. C'est un peu comme le fait de dire non. Quand ça vous est donné de courir, ne vous dites pas non à vous-même. La limite va arriver tôt ou tard. Ou peut-être qu'elle n'arrivera jamais. C'est pas votre problème. S'il y a une chose que vous voulez apprendre de moi, ne vous limitez pas à un non. Et surtout, ne vous imposez pas des noms. Vous savez qu'est-ce que vous faites, vous y croyez. Vous savez qu'est-ce que vous faites, les gens commencent à vous observer, puis ils croient, puis vous les inspirez à faire eux quelque chose aussi. C'est comme ça qu'on crée de la vitesse, qu'on crée du momentum, qu'on inspire les autres. Et je crois que, Jonas, tu m'as observé depuis un certain temps, puis toi-même, tu as trouvé ton momentum derrière moi. Tout à fait. L'une des choses que j'adore, c'est l'une des phrases de Les Brown. Il a dit « Je ne sais pas quelles sont mes limites, alors je vais agir comme si j'en avais pas. » Wow, je l'adore celle-là. Et le but, c'est pas de se dire « Oui, on va atteindre un cap ou autre. » Comme on dit dans le taoïsme, Lao Tse dit « Le but n'est pas le but, c'est juste le chemin. » Il y a toujours quelque chose à faire. On peut toujours avoir de l'improvement, de l'amélioration, de l'optimisation, et on peut toujours faire mieux. Maintenant, c'est pas juste la quête de faire mieux parce qu'on essaye de combler un vide. C'est juste qu'on essaye d'atteindre notre plein potentiel. Et notre plein potentiel, c'est pouvoir avoir le maximum d'impact sur les gens et pouvoir créer justement un effet domino. Tu frappes le premier domino et là, il y a un effet. Et cet effet, notre but, c'est de créer un levier général pour ce monde, pour cette planète. Je suis une personne, je passe pendant un temps donné sur cette planète, mais je vais marquer cette planète. Comme certains ont fait, comme Isaac Newton, ou comme Albert Einstein, ou même comme Michael Jackson. Peu importe. Dépendamment quel est votre domaine, quelle est votre spécialité, je pense que tout à chacun a un devoir, j'ai bien dit un devoir, d'exprimer son génie intérieur. Puis, juste pour enrichir là-dessus, regardez derrière nous. Vous voyez des murs blancs. Vous voyez un sol de béton. Pour certains, ils vont dire, il faut que j'imagine. C'est votre plus belle chance.
d'avoir de l'espace pour créer votre vision, d'avoir l'opportunité d'amener votre grain de sel au monde et puis de réagir à la réaction des gens qui vont rejoindre votre vision. Je crois qu'il n'y a absolument rien de grand aujourd'hui qui est né grand. Ça a commencé et petit à petit, si l'entrepreneur ou le capitaine qui tenait le bateau pouvait grandir sa vision en incluant de plus en plus de gens, en partageant sa vision et aussi, le partage va dans les deux sens, en évoluant sa vision sur les opinions et l'entrée des gens qui grossissaient son système. Il n'y a aucun système de parfait, mais les systèmes étaient là pour répondre à un besoin et plus on répond à des gens, plus notre système est important. Et pour ceux qui aiment parler d'économie ou de profit, plus vous desservez des gens, plus vous allez être riche. Puis vous n'avez pas besoin de charger le plus cher. Au contraire, vous servez 5 personnes. Il y a 5 personnes qui vont payer votre profit et votre entreprise. Vous servez 5 millions de personnes. Je n'ai pas besoin de charger aussi cher à une personne. Et ça dit beaucoup sur cette vision qu'on pense que les industriels ou les entrepreneurs ou les grosses compagnies sont des voleurs ou qui sont gros. Donc, sans eux, là, si on viendrait au mode artisanal, vous n'aurez pas tout ce que vous avez. Ça coûterait beaucoup plus cher. Une bouchée de pain va être, oui, vous allez l'apprécier parce qu'il y a tellement d'amour qui est donné. Vous allez prendre seulement peut-être 3 bouchées de pain ou d'avoir 5 pains à la maison. C'est comme nos banques. Je crois que c'est le temps de remettre les choses, surtout si vous êtes en entrepreneuriat, de voir un banquier pour ce qu'il est, un partenaire d'affaires. Un humain avec une vision, puis sa vision à lui, c'est de vous prêter et d'agrandir l'économie, parce que c'est comme ça qu'il va faire son argent. C'est pas mauvais de faire de l'argent. Vous voulez avoir votre salaire aussi. Et sans argent, il n'y a rien qu'on peut garder longtemps. Ça, je peux vous dire. Quel serait l'ultime conseil, le mot de la fin que tu aimerais donner à nos auditeurs, à nos téléspectateurs? Le mot de la fin, c'est que jamais de fin. Le mot de la fin, c'est que jamais de non. Le mot de la fin, c'est que ce n'est même pas à vous à dire c'est quand que ça va se terminer. Votre aventure, votre vie, votre énergie, votre inspiration, ça ne vous revient pas comme décision finale. Pourquoi en faire un plan? Vivez ce que vous avez à vivre au jour le jour, vivez-le avec le plein potentiel de ce que vous représentez, avec la passion que vous avez en vous. Et vous serez étonné à quel point, chaque fois que vous déployez de la passion et de la dévotion, il y a des gens qui réagissent à ça. Et quand vous interagissez avec ces gens, drôle à dire, vous n'avez pas perdu de l'énergie. Vous l'avez multiplié, l'énergie. Qu'est-ce que ta mère nous disait? C'est quand on partage quelque chose de matériel, on divise. Quand on partage quelque chose de non matériel, on multiplie. C'est la sagesse, pas du jour, ça serait de la sagesse de l'année. Regardez cette dévotion, deuxième clinique. On est ici on est accompagné du docteur Bach, à côté de l'université Berry-UQAM. Le projet naîtra totalement en février-mars. C'est ce qu'on me dit. Comme je vous dis, je suis paresseux, c'est pour moi qui fais des rénovations. Je dis oui ou non. Donc vous voyez, là pour l'instant c'est du béton et encore les affiches ou autres, mais il y aura une vision qui va se concrétiser. Et j'aimerais prendre le temps d'antenne pour profiter de faire une chose. Aujourd'hui, notre but c'était pas de vous vendre un projet, c'était pas de vous vendre une clinique dentaire. C'est pas cool ça. C'était de vous vendre ou vous communiquer le rêve et l'espoir que c'est possible. Que c'est possible de créer, que c'est possible d'imaginer. Et j'aimerais en profiter pour lancer un dernier message de gratitude. Beaucoup d'entre nous pensent que le Québec est raciste, que le Canada est raciste. Et puis oui, on est le meilleur pays au monde, mais en arrière, c'est pas toujours comme ça, puis on me donne pas tout ce que je veux. Je suis fils d'immigrants. Mes parents sont arrivés ici en laissant tout derrière eux. Aujourd'hui, je m'assois avec des grands, je m'assois avec ceux qui prennent des décisions, pas parce qu'on m'a bien plugué, parce qu'on m'a accepté, parce qu'on a une chance. Jonas, la même chose, tu arrives ici il y a quelques années, et puis tu commences déjà à t'intégrer. Tout à fait. Le message que j'aimerais vous lancer ici, c'est on vit sur une terre d'or, une terre où tout le monde a sa chance, et ce n'est pas des belles paroles, là.
Si ce pays serait raciste, si les gens n'auraient pas pu voir au-delà de ma couleur de la peau ou de mon nom, on vit dans un monde où les gens vont vous voir pour ce que vous êtes capable d'être. Et c'est à vous à saisir l'opportunité puis projeter la future personne que vous voulez être. Regardez-moi, regardez-nous. Si on serait raciste, je ne serais pas ici aujourd'hui. Si chacun de mes patients aurait vu en moi un Asiatique ou un Chinois, ou donnez le nom que vous voulez, c'est impossible de créer. Et tout rêve se crée à chaque interaction. Certains vont être bonnes, certains vont être mauvaises, ça dépend comment on va passer au-dessus. Mais ce n'est pas vrai, ces discours qui disent que peu importe ce que les gens pensent, c'est à toi de rester concentré, ne t'occupe pas des opinions des autres. C'est important quand vous êtes en train d'essayer de lutter pour votre identité. Mais quand vous avez un rêve, quand vous avez quelque chose à construire, ça va au-delà de votre identité. Partagez avec un ouvert. Ça ne dérange pas qu'une personne n'a pas compris votre rêve. Quelqu'un d'autre va le comprendre après. C'est presque un jeu de nombre, malgré que chaque opinion peut être importante. Et je sais, je vous donne beaucoup de messages contradictoires ici. Ce que je vous dis, c'est de rester ouvert et ayez la certitude, pas l'espoir, mais la certitude de savoir que si vous avez quelque chose de valable, tôt ou tard, les gens vont comprendre, si vous y croyez encore. Et il n'y a personne qui va croire à vous dès les 5 premières minutes. Ça, je peux vous le dire. Puis même aujourd'hui, avec une réputation, ça prend plus que 5 minutes pour convaincre quelqu'un. Merci, Jonas. Merci à toi, Bac, de nous avoir accueillis dans ton nouveau local. Donc, comme on dit, vos limites, c'est la raison de mon commencement. J'ai voulu faire Dieu devient un conquérant vraiment pour pouvoir inspirer, pour dire aux gens qui sont capables, pour pas que vous vous mettez de limites. Tout est possible. Et quand je vous dis tout est possible, j'y crois fermement. Nous en avons la preuve devant nous. Et là, on est en train de suivre ton évolution. Donc, n'oubliez pas, 53 livres en 26 mois et demi. S'il l'a fait, vous pouvez le faire. 53 livres, et si tout va bien, on aligne des plans pour 50 cliniques dans les prochaines années. C'est un message direct à mes banquiers. S'il vous plaît, aidez-moi. Partenaire d'affaires, un partenaire d'affaires. Dr. Back, je te vois pas en chair. Merci de t'aller.